S'intéresser à notre retraite, c'est ce qu'on essaye de faire tous les mercredis et on va s'intéresser en particulier à la retraite des dirigeants et des dirigeantes d'entreprises parce que vous êtes dans une situation particulière et c'est intéressant de s'intéresser à cette situation qui ne ressemble pas aux autres. À tout de suite. Tout pour investir sur BFM Business. Tout pour investir dans votre retraite. Aujourd'hui, on s'intéresse à vous, chef d'entreprise, parce que on va le voir, on va le rappeler, on va vous l'apprendre. Les chefs d'entreprise sont dans une situation vis-à-vis de la retraite qui ne ressemble pas à celle de monsieur et madame salariés. On va voir ça avec vous, Romain Joudela. Bonjour. Bonjour. Romain, vous êtes fondateur de Green Peak Gestion Privée. Vous êtes en duo ce matin avec Bastien Baron. Bonjour Bastien. Bonjour Lorraine. Notre CGP, Justet Gestion Privée. Un peu de pédagogie d'abord peut-être pour comprendre pourquoi quand on est chef d'entreprise, la situation, la préparation de la retraite n'est pas la même que pour les autres travailleurs. Expliquez-nous peut-être, Bastien, avec pédagogie. Très simplement, en fait, déjà, si on part du chef d'entreprise qui détient sa boîte, il va avoir en fait la main sur sa rémunération et en ayant la main sur sa rémunération, il va pouvoir décider potentiellement de réaliser des arbitrages entre se dire je me rémunère en salaire, je me rémunère sous forme de dividende. Potentiellement, est-ce que je suis en SAS, en SARL? Donc, il va y avoir un certain nombre d'arbitrages qui vont pouvoir être réalisés, soit au tout début, lorsqu'on crée sa société, mais également, ça peut être finalement en cours de vie, parce on n'est pas bloqué, on va dire, dans un statut. Et là, c'est un accompagnement auprès d'un professionnel, d'un conseil et de l'expert comptable qui permettent en fait de rétablir les choses. Donc, tout n'est pas figé, en tout cas, quand on s'est lancé dans une voie. On fait un petit peu de pédagogie avec vous de ce matin. On connaît tous des chefs d'entreprise qui ont, ou en tout cas on a l'impression, cette volonté de moins se payer au mois le mois pour finalement moins cotiser. Parce que peut-être pour vous qui avez fait le choix de l'indépendance, vous savez, quand on passe sur un statut d'indépendant, d'entrepreneur, pour se dégager un salaire, on dégage aussi beaucoup de charges. Est-ce que moins cotiser, c'est une bonne idée? Moins se payer, moins cotiser, c'est une bonne idée dans cette logique de préparation de la retraite? À T0, on parle de 2025. Malheureusement, non. Alors, c'est pas une bonne idée à l'instant T pour votre revenu disponible et c'est pas non plus une bonne idée pour la retraite. En fait, quand vous avez la possibilité justement de piloter votre politique de rémunération, vous avez bien entendu la possibilité de choisir quel niveau de salaire vous allez vous verser, quel aussi niveau de dividende vous verserez et également, vous aurez la possibilité de piloter tout ça dans le cadre de différents statuts, de différents régimes que vous pourrez choisir en fonction de votre situation. Donc vous pouvez être par exemple assimilé salarié si vous êtes président d'une SAS, vous pouvez être TNS, travailleur non salarié si vous êtes par exemple gérant majoritaire d'une SARL ou d'une URL. Et la différence entre les deux, c'est que si vous êtes assimilé salarié, vous allez cotiser comme les salariés. Donc là, on parle de taux de cotisation sur une rémunération nette qui est généralement supérieure à 75 voire 80%, et qui vous donne par contre la même couverture sociale en dehors du chômage auquel vous n'avez pas le droit. Et quand vous êtes TNS, là vous allez plutôt cotiser entre 25 à plus de 40% de votre rémunération nette sur votre salaire. Par contre, vous payerez également des cotisations sociales sur les dividendes dès lors qu'ils dépassent 10% de votre capital social. Donc ça c'est intéressant parce que ça va vous permettre, si vous voulez, de bien, si vous voulez, définir le mix de votre rémunération. Et à l'inverse peut-être du lieu commun qu'il s'agirait de dire je vais me mettre président d'une SAS, je vais verser à 100% en dividende, du coup pas cotiser, pas payer de charges sociales pour avoir le meilleur revenu disponible, et la plupart du temps il vaut mieux être travailleur non salarié. Par exemple, si on veut se rémunérer 200 000 euros, je prends un exemple concret, on a un budget de rémunération de 200 000 euros, il vaut mieux être travailleur non salarié, se payer en mix salaire dividende, même si on paye des charges sociales sur les dividendes. Pour quelle raison? Parce que d'une part on va avoir une rémunération qui va être déductible du résultat imposable. D'autre part, les cotisations, comme je le disais, elles sont entre 25 et 40%. Et par ailleurs, sur le volet dividende, les charges sociales sont également déductibles du résultat.
Et par ailleurs, vous n'allez pas payer l'impôt sur le revenu, en tout cas au barème progressif, vous allez payer 12,8%. Et en fait, quand tout ça est bien adapté à votre situation et que pour un budget de 200 000 euros, vous allez vous rémunérer à 70% en rémunération en salaire, 30% en dividende, vous allez avoir un revenu disponible meilleur que si vous étiez versé 100% de dividendes en SAS. Et en plus, vous aurez cotisé pour votre retraite. Donc on voit bien que les lieux communs ont un peu la finiture. Pardon, mais donc le calcul est vite fait, Bastien. Oui, mais on voit plusieurs choses. Alors là, on est dans le cas assez classique où on veut lancer sa boîte, on a peut-être une trentaine d'années et on fait cette solution-là. On voit aussi le cas de personnes qui ont peut-être 55 ans ou plus, qui ont travaillé toute leur vie dans un régime salarié, qui se disent, moi, je vais faire juste du conseil, etc., pendant peut-être 5 ou 10 ans jusqu'à la retraite. Et donc, on peut aussi retrouver des personnes qui se disent, moi, il n'y a pas un écart dingue, je ne sais pas réellement combien je vais pouvoir générer et combien je vais pouvoir me payer. J'ai potentiellement droit aux allocations chômage pendant un certain temps, etc. Et donc, il y a des personnes qui vont quand même choisir aussi le format de la SAS pour rester dans un régime qu'elles maîtrisent, qu'elles connaissent, qui est le régime des salariés. Je répète, effectivement, quand on est président de SAS, on est assimilé salarié, donc on va cotiser finalement la même caisse que lorsqu'on était salarié. Donc, il y a différents cas qui peuvent s'expliquer. Et pour les gens qui hésitent là en ce moment à se lancer, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pragmatique pour faire ces calculs ? Je pense qu'il faut essayer d'estimer. De toute façon, lorsqu'on se lance, souvent, on essaie de faire un business plan avec une espérance de rémunération qu'on va pouvoir obtenir. En tout cas, un budget que la société va pouvoir nous payer, que ce soit avec ou sans charge. Mais normalement, on a ce budget-là. Donc, en fonction de ça, on peut essayer de trouver le meilleur compromis. Pour donner un exemple qui n'est pas forcément à hauteur de 200 000 euros, à partir de 25 000 euros, le niveau, entre guillemets, de charge, il est identique si l'on est via une SAS ou via une SARL. Évidemment, il est plus intéressant via une SAS à ce moment-là parce que on cotise plus, donc c'est plus intéressant. Mais plus on va avancer sur des rémunérations de plus en plus élevées, plus la SARL va être de plus en plus intéressante parce qu'en fait, les charges sociales au sein d'une SARL vont baisser au fur et à mesure en fait, que la rémunération va évoluer. Intéressant. Il y a peut-être un autre sujet sur lequel il faut tordre le cou à quelques préjugés, c'est la gestion parfaite entre patrimoine perso et patrimoine professionnel. On a souvent l'impression quand on n'est pas entrepreneur, quand on n'est pas dirigeant d'entreprise, que les dirigeants d'entreprise s'en sortent hyper bien dans cette gestion de leur vie avec plusieurs facettes. Mais dans les réalités, quand on soulève le capot des finances personnelles de dirigeants, Romain, vous nous dites que ce n'est pas toujours très bien rangé. Non, parce qu'en fait, comme Bastien l'expliquait tout à l'heure, en fait, on a le choix de piloter sa rémunération, on a le choix de piloter la manière dont on va sortir en fait des capitaux de son entreprise, on a le choix même à un moment donné de la manière dont on va céder son entreprise. Donc en fait, au fur et à mesure de la vie professionnelle, on doit prendre tout un tas de choix qui vont avoir des répercussions en termes de couverture sociale, en termes de cotisation et en termes de friction fiscale. Donc il est extrêmement important de prendre du temps, et ça je sais que c'est pas simple pour les chefs d'entreprise qui doivent sans cesse jongler avec les priorités, mais de prendre du temps ou à minima être accompagné pour choisir les bons dispositifs, d'une part pour la rémunération, on l'a dit, mais aussi potentiellement pour la gestion de leurs capitaux entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel. Par exemple, une bonne manière de le sortir, c'est de réaliser, d'optimiser sa rémunération, on l'a dit, entre salaire et dividende. On peut aussi bénéficier de nouveaux outils, comme l'épargne salariale, qui avec la loi Pacte et la loi de partage de la valeur est de plus en plus répandue. Je rappelle qu'elle est même obligatoire d'ailleurs quand on a plus de 49 salariés depuis 2025, mais même dès lors qu'on a un salarié, on a la possibilité de bénéficier de ce type de dispositif. Et donc, dès lors qu'on est capable de différer une partie de sa rémunération pendant 5 ans, parce que l'argent qui est dans un plan d'épargne d'entreprise doit arrêter 5 ans, on peut réaliser des versements via des primes, via de l'intéressement et via des abondements qui vont être totalement défiscalisés en termes de charges sociales, mais même en termes d'impôt sur le revenu si on a moins de 49 salariés. Et ça, c'est un levier considérable pour passer des revenus de l'un à l'autre. Deuxième point aussi très important, alors on ne va pas tous citer les exemples, mais un exemple, je pense, qui est très connu des chefs d'entreprise, c'est à un moment donné, quels sont les postes de charge les plus importants dans les entreprises. Alors les salaires, très bien, mais aussi les bureaux. Et finalement, quand on a une société... Acheter ses bureaux, c'est une idée. Acheter ses bureaux, c'est tout à fait une idée, parce que finalement, quand on a une société qui commence à avoir des revenus récurrents, qui commence à être solide, et finalement qui a des besoins en termes de bureaux, on peut tout à fait imaginer acheter des bureaux à titre personnel, à crédit bien entendu,
mettre en place, bien entendu, un loyer de marché pour que ça soit bien cadré. Et finalement, ce loyer payé par l'entreprise viendra compenser une partie ou la totalité de la charge de la dette en fonction de l'endroit où on se trouve et donc du rendement implicite de l'immobilier. Donc ça permet de créer un patrimoine personnel grâce aux ressources professionnelles tout en mettant en place des stratégies à long terme pour sa retraite. On peut se dire, je vais choisir un mode de détention qui me permettra à terme d'avoir des compléments de revenus. Je peux choisir un mode de détention qui me permettra à terme de vendre mes bureaux à mon entreprise pour récupérer cet argent-là et la consommer pour d'autres objets. On peut aussi avoir une stratégie de capitalisation. Donc voilà, 2 exemples qui peuvent justement nous permettre de jouer sur les 2 tableaux. On le sent, on le voit, le sujet est complexe. Peut-être un dernier préjugé auquel on peut tordre le cou avec vous deux pour cette émission du jour, c'est les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise qui misent tout sur la revente de leur activité pour préparer leur retraite ou la suite de leur vie. Et ça, Bastien, en quelques phrases, quels sont les warnings, les red flags que vous pouvez dresser ? Oui, tout à fait. Juste pour faire un parallèle, je suis tout à fait d'accord avec l'immobilier, nous on le voit beaucoup, que ce soit pour des bureaux, mais même pour une entreprise. On peut imaginer que lorsqu'on va vendre sa boîte, finalement, si l'entreprise reste au même endroit, etc., elle va continuer à payer un loyer. Et en continuant à payer un loyer, ça fera un complément de revenu pour la retraite. Et on sait que l'immobilier est très apprécié de la part des Français. Donc c'est souvent un bon compromis de le faire de cette manière-là. Et pour revenir sur le sujet des chefs d'entreprise qui effectivement misent tout, on va dire, sur la valorisation de leur entreprise, ce qui est très compliqué, c'est qu'ils n'ont pas forcément de visibilité en réalité sur combien ils vont pouvoir la vendre dans 5, 10, 15, 20 ans. Et on voit qu'il y a des activités parfois qui sont cycliques, des activités qui ont très bien fonctionné il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années et finalement beaucoup moins aujourd'hui. Il y a des exemples très récents, tous ceux qui ont travaillé dans l'immobilier, qui étaient agents immobiliers, qui étaient promoteurs immobiliers, il y a un certain nombre qui ont pu faire faillite récemment. Donc tout ça en fait que c'est assez compliqué de miser uniquement là-dessus. Évidemment, c'est pas forcément le cas lorsqu'on a des entreprises qui valent déjà plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros, qui sont sous LBO. On peut penser que on va réussir à sortir assez facilement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, nous, on estime que c'est un risque beaucoup trop important. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit souvent aussi des chefs d'entreprise qui se retrouvent à 60, 65, 70 ans à continuer à travailler parce que finalement, en fait, s'ils vendent leur boîte à l'instant T, ils ne sont pas en mesure de réussir à maintenir leur train de vie par la suite. Et du coup, ils continuent à travailler pour essayer de continuer et d'accumuler le maximum de richesse. Voilà ce qu'on pouvait dire en quelques minutes. C'est important de parler de cette retraite, quelle que soit votre activité. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir partagé quelques-unes de vos expertises avec nous. Vous venez d'entendre Bastien Baron de chez Justay Gestion Privée et en face de lui Romain Joudla de chez Green Peak Gestion Privée. On vous retrouve en podcast et en replay sur notre site et notre application. Vous avez des questions sur votre retraite ou sur différents aspects de votre vie d'investisseur et d'investisseuse particulière, vous nous adressez vos questions, vous m'écrivez sur LinkedIn ou Instagram, Lorraine Goumeau, en message privé, ou vous nous écrivez à l'adresse direct@bfmbusiness.fr et on essaye de répondre à vos questions au fil des émissions. Demain, d'ailleurs, on répondra à celle-ci. Que dois-je faire lorsqu'une de mes participations fait l'objet d'une OPA ? C'est Julia Bridger de chez Euroland qui nous aidera à faire un choix sur notre portefeuille d'actions cotées quand il y a effectivement une offre, quand il y a une OPA sur une des entreprises dont on détient des actions. Et puis on sera en partenariat avec nos confrères des Échos, Marie-Christine Sonquin qui s'occupe de vos impôts demain. Tout ce qu'il faut savoir pour bien remplir sa déclaration 2025. À demain, très bonne écoute sur BFM Business. Je vous confie à Sandra Gandouin pour, avec vous, la libre antenne de l'économie. Il est 11h56. À demain. Tout pour investir sur BFM Business.